Bonjour à tous, installez-vous. Je sais peut-être, Marion, mettez-vous là. Je vais me mettre peut-être au milieu de vous comme ça. Je ferai comme l'arbitre à Roland-Garros, un peu la tête à gauche, un peu la tête à droite. Merci. Alors, autour de la table, bonjour, merci d'être avec nous. On va essayer d'enchaîner aussi brillamment qu'avec Sidney Toledano, mais je ne suis pas inquiet. Vous avez plein de choses à dire parce qu'on va parler du temps d'une conception raisonnée. C'est vrai que autour de moi, donc Marianne Romestin, vous êtes directrice de l'offre et des achats aux Galeries Lafayette. Pierre-Arnaud Grenade, vous êtes le CEO de Bâche. Et puis, avec moi aussi, Tony Pinville de Euritech. Une société dont on va parler qui fait des choses très pertinentes et formidables. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la mode s'accélère comme jamais. On parle de fast fashion, c'est un peu un barbarisme qui fait peur. On a coutume de dire que la mode est un éternel recommencement, mais là, c'est vrai que le tambour va très vite. On constate partout dans la filière que le mouvement tourne à vive allure et ça donne un tout petit peu le tournis. Donc on va s'arrêter un petit peu sur ces constats-là et on va essayer de comprendre ensemble les nouvelles problématiques et notamment environnementales et éthiques qui vous concernent. Chère Marianne, vous me disiez quand on a préparé cette rencontre qu'on va essayer quand même de passer du plus au mieux. Et je trouvais la formule intéressante. Alors, est-ce possible ? Comment on va pouvoir s'en sortir et comment vous allez pouvoir effectivement proposer des produits qui incarnent des valeurs, ce qui paraît aujourd'hui quelque chose qui devient inévitable. Oui, alors effectivement, je pense que vous parliez de temps qui s'accélère. Moi, j'ai le sentiment plutôt qu'en ce moment, on est plutôt sur un ralentissement. Je pense que pour ceux qui éditent les statistiques, notamment à l'IFM, ça fait quand même quelques années qu'on sent qu'on est sur des volumes, en tout cas sur le prêt-à-porter, ce n'est pas forcément le cas dans tous les secteurs, mais qui sont plutôt à la baisse, avec des valeurs qui se maintiennent. Donc je pense qu'on est effectivement dans une évolution de marché. On a eu beaucoup, on a eu trop, je pense, et que là, on est dans une évolution, on va passer du volume à la valeur, et je pense qu'on va dans des années, on va aller sur moins, mais mieux, et on voit bien nos clients qui évoluent. On en parlait au téléphone. On est, pour beaucoup d'entre nous, parents. Moi, c'est mes enfants qui me montrent un monde qui change. Les applis, aujourd'hui, je pense que rapidement, il y a, je crois, maintenant 10 millions de personnes qui utilisent Yuka. Donc, c'est un consommateur qui change, un consommateur qui réclame cette transparence que les nouvelles technologies peuvent lui donner. C'est un monde où on est tous inquiets d'environnements qu'on voit autour de nous qui changent, de lieux qui sont salis, abîmés, de maladies qu'on voit arriver. Et du coup, cette inquiétude personnelle, en fait, elle déteint petit à petit sur l'inquiétude professionnelle. Et on voit aussi la difficulté qu'a parfois le politique à régler tous les problèmes. Et on voit qu'aujourd'hui, les jeunes générations veulent profiter des nouvelles technologies pour donner leur voix et pour devenir consommateurs. Et voilà, et un peu nous aider à orienter comment va le monde par le pouvoir qu'ils ont de choisir un produit. Donc nous, aux Galeries Lafayette, vous me direz, vous concevez pas de produits, c'est pas votre activité principale, non. Mais en même temps, on est un point de rencontre entre les clients et on en conçoit, on en parlera tout à l'heure, je pense. Mais notre principal métier, c'est de faire se rencontrer des clients et des marques. Et dans ce cas-là, je pense que nous, on a un rôle à jouer. Les Galeries Lafayette, c'est une entreprise visionnaire, pour ceux qui la connaissent un peu, depuis 5 générations. Tellement d'ambition, tellement de vision. D'abord aussi sur des domaines en fait au périmètre de notre activité principale. Quand on parle de mécénat artistique, voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Un employeur aussi qui a le sens des responsabilités depuis maintenant des décennies. Notre volonté aussi au quotidien que nos magasins soient opérés, et on n'en parle pas trop, avec le souci du carbone, le souci du recyclage. Ça fait, je pense, plus d'une dizaine d'années que tous nos magasins sont équipés de bornes le relais, et ça, c'est pas forcément connu, mais on peut rapporter tous ces vêtements aux Galeries Lafayette, on peut rapporter ces flacons de parfum, et depuis 2 ans, ce mouvement, donc en 2 étapes, Go for Good, changeons de mode, où on a décidé d'aller plus loin sur notre cœur de métier, en étant vraiment cette vitrine de la mode responsable, en créant ce label Go for Good, où on a mis en place des critères et on met en avant les produits qui respectent ces critères pour aider, encourager nos clients, encourager les marques
à se mettre dans ce mouvement qui, j'en suis convaincue, va être celui qui va structurer notre métier demain. Pierre Arnaud, on parlait effectivement de ce point de rencontre, hein, et avec M. Toledano avant, le mot de commerçant a sa noblesse, donc le magasin, c'est vrai que là où se rencontrent la créativité et le client. Et aujourd'hui, c'est plus uniquement une question de commerce, il y a aussi une responsabilité qui incombe aux marques. Comment vous avez intégré ça, vous, chez Bache? Comment vous appréhendez les choses? Alors, nous, on appartient à un segment du marché qu'on appelle le luxe accessible qui, justement, je trouve, opère sur des volumes qui sont, en termes de nombre de pièces, sont relativement faibles et qui inscrit la valeur des produits comme, mais à des produits donc relativement plus chers et donc redonne de la valeur aux produits par rapport, j'allais dire, à des marques qui sont plus mass market. Dans les magasins, et je suis très content que M. Toledano en ait parlé, parce qu'on est créateur d'emplois, nous, essentiellement, au travers des magasins qu'on a ouverts dans le monde. On forme évidemment nos équipes à valoriser les produits, et on les forme aussi à entretenir la relation humaine avec nos clients, qui me paraît être le futur du retail. C'est un retail dans lequel on garde la relation humaine et l'émotion. Et ce qui permet d'ailleurs d'envisager de ce fait les transformations et les révolutions digitales avec beaucoup plus de sérénité. Donc oui, on a entrepris, nous, un projet qu'on appelle ESGI, c'est-à-dire environnemental, social, gouvernance et innovation. Et on s'est donné comme priorité aujourd'hui de travailler à la fois sur les matières et sur les fournisseurs. 80% des impacts de la filière sont sur cette partie de la chaîne de valeur. Donc on travaille beaucoup sur la labellisation de nos matières, qu'elles soient organiques ou recyclées. On travaille également sur l'obtention de labels qui garantissent la non-utilisation de produits chimiques toxiques. Et puis, on a lancé un grand programme d'audit systématique de tous nos fournisseurs. Alors, tous nos fournisseurs de rang 1, 80% de nos volumes en 2020 auront été des volumes fabriqués par des fournisseurs audités. Et évidemment, on met en place, et ça c'est quelque chose qui est dans la roadmap de 2020, un système au travers d'une application. Et là, évidemment, c'est l'innovation qui rentre en ligne de compte, qui va nous permettre, sur la base de l'engagement, de piloter les fournisseurs de rang 2 jusqu'aux fournisseurs de rang 7, qui doivent s'engager d'eux-mêmes sur un certain nombre de critères et qu'on ira contrôler ou pas en fonction de la crédibilité des documents qui produiront. Donc tout ça, évidemment, in fine, à la fois le magasin, c'est l'endroit où on peut communiquer avec les clients, mais également, il y a des applications, tu parlais de Yuka à l'instant, Marianne, il y a des applications dans la mode qui arrivent et qui vont être le Yuka de la mode. Alors pour l'instant, il résonne en termes de marque, il ne résonne pas encore en termes de produits, mais ça va venir. C'est-à-dire que demain, je suis certain qu'on pourra scanner un produit et connaître son pédigré, et donc on s'y prépare. Alors l'étiquette parfaitement transparente, on y est encore vraiment, on est encore loin de ça. Hein. Je crois que même aujourd'hui, les marques ne contrôlent pas tous leurs fournisseurs, qui eux-mêmes ne contrôlent pas tous leurs sous-traitants. Pour vous, l'étiquette parfaitement transparente, c'est pour à court terme, à long terme? Ça commence à exister. Hein. Ouais. Je pense que la traçabilité, c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui. Il y a des entreprises qui se développent là-dessus. J'ai croisé au café une de nos partenaires qui travaille pour notre marque propre et qui justement nous aide à concevoir des produits qui sont entièrement traçables. On sait où la matière première, par exemple le coton, est cueillie, où elle est filée, où le tissu est produit et où le produit est conçu. Donc ça vient petit à petit. Donc je pense qu'il y a toute une multiplicité. Je pense qu'il y a un raffinement qui va arriver sur les informations que les consommateurs, les clients vont avoir envie de connaître et de comprendre. Il y a aussi toujours beaucoup de débats aussi sur et c'est là que aussi le travail est difficile pour nous tous, c'est qu'il y a beaucoup de débats sur en fait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui l'est pas. Un bilan carbone amélioré peut engendrer du coup d'autres problématiques sur les produits employés. Dans la beauté, on parle de produits dits qui sont meilleurs pour la santé parce qu'ils protègent des bactéries, mais qui par ailleurs sont potentiellement à risque. Donc, il y a plein de complexités en fait. Aujourd'hui, je pense qu'on va être sur des évolutions. Les voitures électriques qui en fait sont-elles ou ne sont-elles pas bonnes. Il y a beaucoup de débats et tout le monde travaille là-dessus. Et je pense qu'il y a vraiment des enjeux. Et la transparence et les étiquettes vont être vraiment, je pense, de plus en plus claires. Le débat d'après, c'est-à-dire une fois qu'on sait ce que c'est,
qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut. Alors, il y a quelqu'un qui peut vous aider peut-être dans ça, c'est Tony Pinville avec votre entreprise Euritech. Expliquez-nous, parce que peut-être que tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec les technologies de pointe. Comment vous travaillez, quels sont vos objectifs principaux chez Euritech? Oui, donc à Euritech, nous, on aide les marques à avoir des capteurs plus précis pour comprendre les tendances marché, produits, en utilisant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, même si c'est un terme, moi non plus, que je n'aime pas trop, mais qui nous permet d'analyser des images sur les réseaux sociaux pour comprendre vraiment au niveau mondial ce qui se passe. Donc, il pourra avoir des données précises sur comment, à un an à l'avance, on peut déterminer des tendances pour savoir, par exemple, que la robe safran ceinturée en France va faire plus 30%. Enfin, des éléments assez tangibles qui peuvent aider les marques. Donc, c'est bien sûr pas dire aux marques comment elles doivent faire, comment elles doivent créer, mais plutôt aider les marques à comprendre vraiment les tendances du moment pour les aider et produire mieux, en fait. C'est-à-dire que il y a tout un enjeu maintenant, c'est d'éviter les overstocks, d'éviter tout ce gâchis qui se fait, parce que c'est ça aussi d'être plus sustainable, c'est comment on arrive à ne pas se retrouver avec plusieurs millions de tonnes d'invendus. Et en étant à l'écoute de tout ce qui se passe sur les réseaux, ça nous donne des indicateurs assez précis pour aller dans ce sens-là. Donc, voilà. Alors, il me semble que la précision, elle est encore pas tout à fait optimum. Je crois qu'on peut reconnaître un vêtement et les mouvements sur les réseaux sociaux en fonction de leurs indices, mais qu'on ne peut pas totalement, chaque vêtement, du cas de la mode, on n'y est encore pas, je crois. Je crois que il faut vraiment qu'il y ait des signes distinctifs d'appartenance à une marque pour deviner ce qu'est un vêtement. On travaille sur plusieurs choses. Soit on peut travailler sur un vêtement particulier ou sur des sneakers, on peut reconnaître le modèle, puisque visuellement, c'est assez simple de reconnaître une Jordan 1 ou un élément très précis. Après, si c'est un polo qui n'a pas de logo ou une forme spécifique ou une texture spécifique, on ne va pas pouvoir forcément reconnaître l'élément. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si un expert est capable de reconnaître sur une image le produit, on sera capable de la faire apprendre à d'autres machines pour le reconnaître sur des millions d'images. Ensuite, nous, les tendances qu'on donne, c'est à la fois sur un produit spécifique, mais aussi sur des formes, sur des textures, sur des couleurs, ou en plus justement des combinaisons de formes et de textures qui peuvent émerger dans certains endroits et justement aider les marques à comprendre ce qui se passe et voir aussi les différentes tendances et différentes évolutions qui peuvent être variables en fonction des pays. Alors, on disait tout à l'heure qu'effectivement, analyser ce qui s'est passé dans le passé, dans l'année passée, c'est aujourd'hui assez facile. Vous, votre pari, c'est aussi de prédire, en tout cas de donner quelques indications sur ce qui va se passer dans l'avenir ou ce qui pourrait plaire dans l'avenir aux clients. Oui, donc effectivement, si on se base que sur l'historique des postes, c'est pas forcément évident de trouver ce qui va se passer dans l'avenir. Après, on peut voir comme des tendances globales, mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre les tendances futures, c'est qu'on a différents types. On regarde qui poste quoi. Donc en fait, on a des panels de personnes qui sont plus edgy, donc qui sont plus en amont des tendances. On a ensuite des panels de personnes plus trendy qui vont faire propager cette tendance-là. Et ensuite, on a des panels plus mainstream. Et ce qui est intéressant et ce qui nous permet justement de comprendre les tendances à venir, c'est de voir comment une tendance qui peut émerger au niveau du panel trendy se propage dans les panels ensuite, edgy, se propage au niveau trendy puis mainstream. Et donc, voir ces premiers signaux faibles nous permet de prédire ensuite les prévisions. Un exemple concret, ça peut être, par exemple, quand on regarde la première séance de cinéma le mercredi matin, souvent ça laisse aussi apparaître on dit souvent, c'est vrai que dans le cinéma, que la première séance du mercredi, ça donne un indicatif si le film va marcher ou pas. Mais après, heureusement, il y a l'émotion, il y a le bouche à oreille. Il y a plein de choses. Bien sûr, heureusement qu'on peut tout prévoir. Voilà. Mais c'est vrai que on doit vous regarder parfois comme un grand méchant loup parce qu'on se pose la question de se dire est-ce que ça va tuer la créativité? Est-ce que la machine, les prévisions, la data va prendre le dessus? Et vous m'expliquez de façon tout à fait intéressante que absolument pas, que c'est un indicatif comme les sondages dans la politique peut-être. Si les gouvernements faisaient exactement
leur cahier, leur route en fonction des sondages, pas sûr qu'on irait au bon endroit. Alors vous, chez Bâche, Pierre-Arnaud Grenade, vous m'avez expliqué que ça permet aussi, cette intelligence artificielle, de proposer une collection plus pertinente, en tout cas au bon endroit pour les bonnes personnes, ce qui en soi n'est pas qu'un opportunisme totalement commercial, mais c'est aussi une façon de raisonner sa production et effectivement d'éviter surtout des risques de stock énormes. Nous, on a la chance aujourd'hui, enfin c'est la chance, en tout cas les résultats factuellement, c'est qu'au bout de 2 saisons, il nous reste moins de 2% de leftover, et donc sur une volumétrie qui est relativement faible, puisque par saison, on doit vendre à peu près 500 000 pièces. Et donc, c'est des quantités qui sont tout à fait gérables et qu'en général, on donne d'ailleurs à des écoles et des associations. Ce qui me semble clé dans une conception raisonnée, c'est d'être pertinent dans le produit qu'on fait. Effectivement, et donc c'est à la fois s'appuyer sur des données du passé, sur la connaissance des clients et sur la créativité. Et c'est cette alchimie des trois qui fait qu'on va être pertinent dans les produits qu'on propose. Évidemment, quand on a une entreprise intégrée comme la nôtre avec des magasins, on a un accès à une connaissance incroyable. Et ce n'est pas seulement que de la donnée d'ailleurs, c'est aussi écouter beaucoup les responsables magasins. On organise beaucoup de communication directe avec nos magasins parce qu'ils vous donnent des choses j'allais dire, qu'une des statistiques ne peut pas vous donner, qui sont des éléments plus émotionnels, plus intangibles et qui permettent ensuite d'amener ça comme une base de réflexion pour l'équipe de style. Mais l'équipe de style doit rester libre dans sa création. Et ensuite, il y a un équilibrage à trouver finalement entre la créativité et un plan de collection ou une démarche plus construite, merchandising plus construite. Alors, c'est vrai que la data, c'est passionnant. Ça date pas d'hier, comme le rappelait M. Toledano, mais Christian Dior n'aurait pas fait le tailleur bar avec ça et Coco Chanel n'aurait pas mis des pantalons femmes grâce à la data. Qu'est-ce que vous répondez les uns les autres, peut-être Tony déjà, quand on vous objecte ça en disant est-ce que la créativité va prendre du plomb dans l'aile si l'ordinateur prend le dessus? Moi, je pense en fait c'est plutôt exactement le contraire qui peut se passer, puisque ça peut aider justement à prendre plus de risques, parce que certaines peut-être tendances peuvent être un peu à risque parce que très disruptives. Et là, potentiellement, justement, si on étudie les tendances et les signaux faibles sur les réseaux sociaux, on peut se rendre compte qu'il y a potentiellement un marché à ce niveau-là. Donc peut-être justement prendre le risque de lancer ce produit-là qui est très innovant, parce que justement on voit qu'il y a potentiellement une appétence sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut repérer rapidement ces éléments-là et donc aller encore plus dans le risque. Nous, on n'est pas là pour dire aux marques qu'est-ce qu'il faut créer. On en sait rien. Moi, je ne suis pas du tout expert de la mode. Moi, je suis expert en intelligence artificielle appliquée à la mode. Donc c'est un outil qui peut aider les marques, justement, aider à guider les créateurs pour avoir plus de capteurs. Mais en aucun cas, on va dire, voilà, il faut créer ce produit-là. Parce que déjà, on ne le sait pas. On sait les tendances qui vont venir. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est que si on dit qu'il y a une tendance en ce moment sur tel type de sac, ensuite c'est potentiellement à la marque justement de se dire ok, je veux créer un sac de ce type-là, mais ensuite avec l'ADN de la marque, avec ce qui fait la spécificité de la marque. Donc nous on est vraiment là comme un outil pour justement faire émerger et permettre justement à des marques de prendre potentiellement plus de risques. Et j'imagine qu'aussi ce qui doit être patient, c'est de pouvoir observer la segmentation du marché, c'est que les consommateurs, les clients, les fans de mode ne réagissent pas de la même façon en Japon, en Australie ou en Californie. Oui, bah oui, c'est là que les réseaux sociaux sont intéressants, parce que c'est effectivement un miroir de tout ce qui se passe dans le monde. Et là, le fait qu'on peut repérer tous ces produits sur Internet, on peut se rendre compte de comment sont portés les produits et quelles sont les spécificités dans chaque pays. Donc d'avoir aussi même une information un peu qualitative en regardant des moodboards, en regardant comment les vrais utilisateurs, les vrais consommateurs s'approprient les produits. Donc ça donne un regard qu'on peut avoir effectivement en magasin, mais là on peut l'avoir de manière mondiale et beaucoup plus globale pour avoir une vision peut-être aussi plus précise et adaptée aux spécificités de chaque pays, de chaque marché. Chaque pays. Alors c'est de chaque pays, mais je crois que peut-être avec votre réseau de magasins chez Bâche, vous pouvez aussi nous dire si les choses sont très variables d'un endroit à l'autre de la France, ou même dans la même ville, ça ne doit pas être exactement la même chose. Est-ce que votre conception et confection s'adaptent à ça aussi? Alors,
D'une façon générale, les succès sont souvent des succès partout dans le monde. Ouais. C'est-à-dire les bons produits marchent souvent partout dans le monde parce que souvent ils rassemblent en fait les attentes de plusieurs clientes. En fait, c'est ça et c'est toujours ce qu'on essaie d'aller chercher. Les collections ne sont pas composées que de produits qui sont des best-sellers, mais en général, les best-sellers marchent partout. Ensuite, évidemment, il y a des attentes qui vont être différentes. Et on essaye de les comprendre. Je vous donne un exemple. Nous, chez Bâche, évidemment, un de nos produits phares sont les robes, et en particulier les robes qu'on va utiliser pour des événements. Bon, les pays anglo-saxons dans lesquels il y a une tradition forte de sorties, d'occasions de sociabiliser, comme par exemple l'Angleterre ou les États-Unis, c'est un très gros marché pour nous de robes. Et donc, quand on allait en Chine, on s'est dit, bon, super, on va faire la même chose, on va proposer des robes aux Chinoises puisqu'elles sortent. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché. Et c'est les consommatrices chinoises, en tout cas celles à qui on s'adresse, elles ont plus besoin de robes pour aller au travail, c'est-à-dire pour s'exprimer dans le cadre du travail, ou bien participer à leur convention annuelle de travail. Donc, c'est pas tant le produit, c'est aussi la façon dont on va le proposer et la façon dont on va le vendre au sens noble du terme. Après, évidemment, il y a des ajustements qui vont se faire sur les couleurs, les niveaux de stock, mais on essaye de minimiser ça et de trouver finalement le point commun, le plus grand dénominateur commun entre tous les marchés. Au stade, en tout cas, de développement où on en est, nous, c'est notre point de focalisation, c'est ça, c'est le plus grand dénominateur commun. Alors c'est vrai qu'on parle souvent d'offres et de demandes dans vos métiers. Aujourd'hui, Marianne Romestad, je rappelle, directrice de l'offre et des achats aux Galeries Lafayette, vous me disiez que la gestion des stocks est évidemment un sujet énorme, surtout pour une marque comme la vôtre, et qu'on est quand même aujourd'hui encore dans un excès d'offres, globalement. On est encore dans ça. Ce qui sera peut-être inenvisageable dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les mentalités évoluent. En ce moment, il y a une prise de conscience, une responsabilité qui vraiment infuse dans la société. Et donc, avec la data, mais aussi, j'imagine, d'autres choses, comment vous allez pouvoir ajuster cette problématique-là, que l'offre ne soit pas pléthorique et puis qu'elle ne soit pas trop polluante non plus? Alors sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, il y a beaucoup de pistes en fait qu'on travaille en parallèle. On travaille avec les amis de chez Euritech, hein, qui notamment ont été accélérés au sein de Lafayette Plug and Play. Et du coup, on travaille sur la pertinence de nos choix en ce qui concerne nos produits et aussi nos achats. On travaille aussi, on voudrait développer des pistes autour de ce qui existe autour de la fabrication à la demande. Il y a une jeune start-up qui s'appelle Asphalt. Je trouve assez passionnant ce qu'ils font et je pense qu'il y a un enjeu aussi à aller chercher d'autres business models qui sont le client qui s'engage en amont. Après, il faut une articulation logistique et de fabrication assez rapide pour pas lui livrer le produit 6 mois plus tard. Mais si on est capable d'avoir cette agilité, d'aller produire exactement les bonnes tailles, les bonnes couleurs, le bon produit précommandé par un client, ça c'est une piste qui va dans l'engagement en fait et la responsabilité environnementale. Ouais. Et puis il y a une autre piste qui vraiment, je pense, est explorée par beaucoup d'acteurs en ce moment, qui tourne autour des secondes vies du vêtement. Alors, le recyclage, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, sur lequel on travaille dans la filière, mais aussi la seconde main, la location, tous ces sujets qui vont être au cœur de notre métier demain. Hein. Je pense qu'on ne peut absolument pas les ignorer. Moi, je suis frappée, mes enfants et mes équipes, c'est pas du tout dans ma génération, mais ils sont en permanence en train d'acheter, de revendre, de troquer. Il y a Vinted, il y a Vestiaire Collective, il y a les tentatives comme Panoplie de location, il y a Rent the Runway. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et qui vont faire partie de notre métier demain. Donc là aussi, la data pourra nous aider, notamment dans le luxe. Il y a cette problématique de certification et d'authentification du produit, et sur lequel la blockchain et la data peuvent aider et permettront de traiter ces problèmes demain. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pistes ceux qui travaillent sur ces sujets, et on essaie d'être dans tous les sujets en parallèle. C'est vrai qu'on aurait tenu ce forum il y a 10 ans, tous ces mots-là n'auraient pas du tout existé, parce qu'on peut avoir le sentiment que pour les maisons, c'est quand même anti-commercial. Le but était souvent de réussir
en termes de volume commercial. Et aujourd'hui, on voit que plein de problématiques et plein de responsabilités sociétales se posent à vous. On parle de la production à la demande. Il semblerait que, par exemple, dans la joaillerie, ce soit aujourd'hui des choses on peut presque y arriver. Je crois que Tiffany, qui a une actualité récente, cher monsieur, est presque arrivé, je crois, à cet objectif. Alors, Tiffany, là où ils ont demande, un vrai temps d'avance, je pense personnellement, c'est sur la transparence de la filière, qui n'est pas complètement aboutie, mais pratiquement, où on peut effectivement savoir le diamant, où il a été trouvé, quel artisan l'a serti, et il y a une transparence complète du bijou. Et c'est pour ça que voilà, il y a des entreprises qui ont pris des temps d'avance et c'est assez intéressant. Et nous, on se fait le relais. Voilà, du coup, notre rôle en tant que commerçant, c'est de se faire le relais de ces initiatives, de les mettre en avant et de les promouvoir auprès de nos clients. Peut-être Tony, qu'est-ce que ça vous inspire, cet objectif, effectivement, de pouvoir éventuellement produire à la demande? C'est quelque chose que vous pourriez quantifier, étudier? Oui, je pense que justement avec des solutions comme ça, le fait de comprendre sur un marché précis quelles sont les demandes, ça permet justement de produire de rapatrier aussi potentiellement la fabrication en France, parce qu'on arrive à comprendre plus rapidement quelles sont les tendances. Et justement, je pense que d'un côté, le côté éco-responsable est intéressant, parce qu'on gagne tout ce qui est la partie impact carbone des transports. Mais pour cela, effectivement, il faut avoir à la fois la logistique en place, mais aussi les outils qui permettent au plus tôt de comprendre les tendances et de l'ajuster au plus rapidement, quoi. Alors on parlait, Marianne, vous avez évoqué la question de la seconde main, la question de la location de vêtements, la question effectivement du troc. Alors c'est marrant parce que c'est des choses qui existaient il y a très longtemps, qui reviennent aujourd'hui. Parce que c'est un peu le Moyen-Âge, mais c'est les impératifs et l'état de la planète, et puis les responsabilités sociétales et sociales, et aussi de droit du travail aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Chez vous, chez Bache, vous avez quelques initiatives, je crois, oui. Alors nous, différentes sur ça aussi. Absolument. Donc on va lancer là, dans une semaine, une initiative de location. Donc en fait, on a fait appel à une société spécialisée dans la location de vêtements qui s'appelle Les Cachotières, qui va donc faire un site en marque blanche siglé Bache, dans lequel on va proposer une 50aine de références coloris en location. Donc ça, c'est la première initiative. Et la deuxième initiative, c'est on va mettre en place à partir d'avril un smart button sur notre site qui va permettre à nos clients de revendre automatiquement sur toutes les plateformes de revente mondiales le produit qu'elle aurait acheté chez Bache. Donc, et on lui fournira, alors évidemment, un prix recommandé, les photos, la description du produit pour faciliter cette revente. Et on lui fournira également un certificat blockchain qui permettra à l'acheteur d'être certain que c'est un produit Bache. Donc on travaille avec deux sociétés, une société qui s'appelle Refluent et une société qui s'appelle Ariani. Et donc je pense qu'on est une des premières marques à réaliser cette initiative, prendre cette initiative. Et l'idée, c'est aussi, je pense, de faire connaissance de clients que nous ne connaissons pas. Parce que les clients qui louent, les clients qui achètent de la seconde main ne sont pas forcément des clients que nous connaissons. Et Bache est une marque qui a la particularité et l'avantage de s'adresser à beaucoup de clientes. Mais en tout cas, on veut poursuivre cette quête et être en contact avec toute génération et toute typologie cliente. Et évidemment, le certificat blockchain, au-delà du fait qu'il délivre une authenticité, il permet d'être de façon anonyme en contact avec la personne qui va acheter le produit de seconde main. Et donc, on l'invitera à rejoindre la communauté Bache. Donc ça, ces deux initiatives-là qu'on va prendre à très court terme. Alors c'est vrai que votre marque, par exemple, pour la citer, elle plutôt touche assez les jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qui ont à la fois une exigence, une connaissance, le consommateur est quand même plus informé aujourd'hui, plus exigeant, et puis aussi une versatilité qui fait que les gens peuvent changer de comportement et de consommation très vite. C'est qu'on peut du jour au lendemain décider qu'on arrête totalement de faire ci, qu'on arrête de manger de la viande, qu'on arrête d'acheter un jean parce que c'est 30 000 ou je ne sais plus combien de litres d'eau pour obtenir le bon dénime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne qui a 20 ans ou 30 ans peut du jour au lendemain décider de changer ses comportements de consommation. Donc pour vous, c'est un petit cauchemar quand même. Comment ça se passe? Comment vous appréhendez ça les uns les autres?
Vous avez raison. Enfin, moi, je trouve que dans nos clients, nous, on a évidemment une marque dite avec des clients fidèles. Et d'ailleurs, en termes d'âge, on s'adresse à des jeunes, mais on s'adresse aussi à un spectre assez large de clientèle, ce qui est la force de la marque. Et quand on regarde la base de données, j'aime pas dire ça, mais quand on regarde les clientes, il y a évidemment des clients qui sont très versatiles, il y a des clientes dites fidèles, et à l'intérieur même des clientes fidèles, il y a une proportion de clientes qui en réalité est à risque parce qu'elle peut assez rapidement quitter la marque. Donc je pense que ça, c'est à la fois, évidemment, il y a des outils CRM qui permettent de mettre des alertes, mais au-delà de ça, je pense que c'est en magasin souvent que ça se passe. C'est-à-dire que je crois beaucoup au fait que quand on connaît ses clientes, quand on les voit plus, on doit s'interroger sur ce qui s'est passé, on doit garder le contact et garder le lien. Bâche, c'est BA avec une esperluette SH, et pour nous, c'est un des points de distinction par rapport aux concurrents, c'est le lien. Je pense qu'il ne faut pas oublier, on a des outils digitaux formidables, nous, on est une des sociétés qui aimons travailler avec beaucoup de startups, mais il ne faut pas oublier le lien. Et c'est un facteur de fidélisation énorme. Je donne toujours cette anecdote. En 2015, on se rappelle tous ce qui s'est passé avec les attentats qui ont eu lieu en novembre. Je pense qu'on a tous vécu, toi aussi Marianne, on a dû fermer nos magasins le samedi et le dimanche pour des raisons de sécurité. Et le lundi, quand on a réouvert, j'ai dit aux équipes, bon, on réouvre, mais sincèrement, il ne va pas se passer grand-chose. Et en fait, contrairement à ce que je pensais, non seulement on a eu plus de monde dans nos magasins, mais on a plus de monde qui ont acheté. Alors, j'étais quand même surpris, donc j'ai appelé quand même 2-3 magasins. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les clientes sont venues prendre des nouvelles de nos équipes. Parce qu'il y a ce lien qui est très fort. Et donc je pense qu'il faut écouter énormément aussi les magasins et pas se fier uniquement à la donnée. La donnée, c'est un complément d'information qui est utile. Mais il faut, voilà, pour moi, un des moyens de lutter contre la versatilité. Après, c'est vrai qu'on est dans un métier dans lequel, pour le dire en anglais, the winner takes all. 20% des entreprises de notre secteur réalisent 144% des profits. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est un challenge permanent de rester à l'écoute et en veille. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'un vêtement est porté 3 ou 4 fois maximum par une personne, ce qui est un chiffre très surprenant. Alors, dans la haute couture, c'est une seule fois. On met rarement 2 fois une robe de haute couture, on a rarement 2 fois au bal débutante avec la même robe. Bon, alors moi, c'est plutôt 15 fois, personnellement, au moins, par an, les mêmes vêtements. Mais comment, est-ce que vous, Marianne Romestin, je rappelle, vous êtes directrice de l'offre et des achats Galeries Lafayette, est-ce que vous allez pouvoir imposer, avec tout ce qu'on se dit aujourd'hui, avec cette responsabilité que nous avons tous, vous allez pouvoir imposer à vos marques d'être éco-responsables? Comment vous allez faire pour... qui respectent un certain nombre d'engagements, j'imagine. Voilà, alors, à la base, de toute manière, on a une demande vis-à-vis des entreprises qui travaillent avec nous, de nos partenaires, de signer déjà une charte éthique, je dirais, qui est la base, de respecter toutes les réglementations en termes environnementaux dans leur pays, en termes de droit du travail, en termes aussi toutes les techniques, tous les droits, le REACH, les composants des produits. Ce qu'on a fait au-delà de ça, c'est effectivement, il y a 2 ans, cette campagne et ce label dit Go for Good, dans lesquels on a sélectionné 34 critères sur des choses sur lesquelles on voulait être mieux disant, en fait. On attend et on cherche à mettre en valeur les entreprises qui ont fait des choix au-delà de ce qu'on a considère nous le basique, donc sur différents thèmes, puisqu'on est sur ou bien le fait que ce soit moins nocif pour la santé, ou même mieux disant sur la santé, mieux disant sur l'environnement, mieux disant sur la responsabilité sociale et collective, donc tout ce qui est de l'ordre du produit partage, ou de fait d'aller soutenir des fondations. Et enfin, le dernier axe, j'ai un trou. Donc le local, voilà, bien sûr, on travaille beaucoup. Et je pense que là aussi, c'est une des grandes tendances de demain. C'est on devient spécifique, on devient local et on travaille beaucoup à encourager le Made in France. Et du coup, c'est quelque chose qu'on met en avant. Mais aussi, dans nos magasins, on a de plus en plus de magasins qui vont mettre en avant des marques locales. À Nantes, on a tout un assortiment. À Marseille, bien sûr, surtout pour la mode, on a des magasins qui vont choisir de donner cette place au local. Donc ce label, il s'appelle Go for Good. Il existe maintenant pour la 2e année.
Bien entendu, les Galeries Lafayette ont adhéré au Fashion Pact dont parlait monsieur le ministre tout à l'heure et qui rentre dans sa première année. Et au-delà de ça, nous, on s'est donné un programme très ambitieux qu'on a appelé Changeons de mode à horizon 2025, dans lesquels on a 7 critères et 7 engagements. Donc, cœur de métier et à côté du métier, je ne vais pas tous les citer parce que ce serait un peu long, mais il y a le fait que un quart de notre offre produit sera labellisé Go for Good, donc avec des critères assez exigeants. Par exemple, pour la plupart des marques de beauté, green ou bio, il n'y a que quelques produits qui passent nos critères, parce qu'effectivement, notre enjeu, c'est d'aller au-delà en fait de ce qu'on demande, le fait qu'on a choisi qu'à partir de 2024, on ne référencerait plus aucune nouvelle marque qui n'aurait pas une démarche engagée et sur lesquelles on pourrait les accompagner aussi. Et voilà, toute une série de critères. Le fait d'offrir à tous nos clients la possibilité pour tous les produits qu'ils ont achetés chez nous d'une solution ou de réemploi ou de recyclage. Voilà, donc on est très très mobilisés sur ce sujet. Je pense que c'est à la fois le fait d'une entreprise qui a toujours voulu aller de l'avant et être avant-gardiste, et aussi des générations dans nos équipes qui on voit bien à quel point les équipes adhèrent à tous ces projets et sont moteurs pour jouer leur rôle dans ce qui sera la clé du changement du monde de demain. Peut-être un mot encore, Tony, Tony, je rappelle, de la société Heritech, Tony Pinville. Alors évidemment, on peut faire tout ce constat aujourd'hui. Vous avez les outils pour que le constat soit encore plus précis. Comment, alors après, passer du constat à la stratégie, à la prise de décision dans les grandes maisons de mode aujourd'hui ? Déjà, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience des maisons de mode que c'est intéressant et c'est important et c'est même vital de s'intéresser à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour comprendre les tendances à venir. Donc déjà, cette prise de conscience-là fait que ça change et on se rend compte que via ces informations-là, on peut prendre ça donne des insights qui sont ensuite actionnables. C'est-à-dire que le fait de comprendre les tendances à un an, on peut être beaucoup plus précis sur les prises de décision, et donc ça s'inscrit dans le processus de décision, et aussi beaucoup aussi pour s'assurer des intuitions qu'on peut avoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se basaient sur les intuitions, et quand on a un choix qui est un peu difficile, en dire est-ce qu'on lance ce produit-là ou non, potentiellement les solutions qu'on propose peuvent valider un choix qui avait déjà été fait, qui était possible avant. Donc en se disant qu'il y a des datas derrière, ok, on se dit finalement je prends cette décision-là quand il y a justement un débat sur est-ce que je dois lancer ce produit-là et relancer ce produit iconique. Ça permet d'aborder des questions stratégiques avec des données qui sont assez factuelles, et donc de pouvoir trancher plus facilement. Peut-être qu'on va s'adresser à notre public, venu nombreux aujourd'hui. Je dois déjà vous remercier, parce que c'est vrai que les conditions de circulation ne sont pas optimum. Mais comme vous le dites, dans la mode, vous avez l'habitude de résister à tout. Vous avez une année compliquée de gilets jaunes. Et aujourd'hui, merci à tous en tout cas d'être là. Et c'est agréable de voir cette salle remplie. Est-ce que les uns les autres, qui veut peut-être se lancer pour aborder une série de questions à nos invités ? Alors, il faut toujours un premier quand même. Ah ben voilà. Alors, allez-y, monsieur. Eh ben, avec grand plaisir, c'est noté. Et c'est intéressant, au lieu d'avoir des points de vue, je pense qu'on peut débattre. Et moi qui suis un ancien, et il le sait, data scientist, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, un jour, et j'étais conseil de grandes maisons, de Coca-Cola, je faisais leurs prévisions, de Procter, et j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que les chefs de produits ne faisaient que regarder mes chiffres, et que je ne manipulais pas, mais dont je savais pertinemment que la corrélation n'était pas suffisante de toute façon. Et j'ai été vers la mode pour voir des gens créatifs et sentir. Mais je suis d'accord avec vous. Et comme un grand médecin, un grand chirurgien, les données sont... Donc il n'y a pas de contradiction. Mais il faut approfondir le débat, et je pense que le décideur doit voir ces chiffres et aller des fois contre eux. Le jour, vous savez, oui, c'est fantastique. Mais ça concentre quelque part. Et j'ai dit à mon chauffeur, on sort, on fait l'inverse. On est arrivé plus vite. Donc,
c'est ça le génie, peut-être de la mode, c'est d'aller à contre-courant. Vous voyez les courants, on peut prendre le courant, et des fois, il ne faut pas prendre la grosse vague et aller chercher ailleurs. Mais voilà, un débat comme ça sera pour le prochain forum. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez été, Tony Pinville, le premier lauréat du LVMH Innovation Award. Et maintenant que vous êtes primé, vous allez pouvoir débattre, battre le fer même, entre la création et la science. D'autres questions peut-être? Je voyais là-bas des doigts qui se levaient. Monsieur, peut-être vous vouliez poser une question, je crois. Ça n'est pas une question. Alain Michel Chauchet, je suis le vice-président de la Fédération des métiers de la fourrure. Qui dit fourrure dit depuis toujours recyclage, matière biodégradable. Et pour terminer, à partir du 1er janvier, label Furmark sur la traçabilité de toute la filière. Je vous remercie. Alors, on n'a pas abordé la question de la fourrure. Est-ce qu'il y aura encore de la fourrure dans vos magasins dans les années à venir? C'est un autre débat qu'on pourra peut-être avoir l'année prochaine. Mais en attendant, on va donner la parole à monsieur là-bas. Oui, voilà. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous ai entendu parler tout à l'heure, et le ministre aussi, sur l'IFM. Sauf erreur de ma part, l'IFM a été créé en 91, du moins ouvert en 91. Donc ce n'est pas une nouvelle école, un nouveau produit. Nous nous sommes rencontrés d'ailleurs, Pascal Morand et moi, lorsque M. Berger nous a présenté la veille de l'ouverture. Donc je suis un peu surpris de vouloir innover avec de l'ancien, comme on le fait pour la seconde main, l'occasion, etc., qui n'a pas cessé d'exister. Il existe d'ailleurs des syndicats professionnels, un en particulier sur tout ce qui va être récupération et ensuite le reste de la filière, qui a un grand nombre d'adhérents, et d'autres qui sont les friperies et autres magasins qui pullulent en France, qui sont à plusieurs milliers de points de vente. Donc il est difficile. Aujourd'hui, j'ai entendu que du remake. C'est-à-dire, à chaque fois que vous présentez quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà. Concernant l'écologie, alors je suis navré, mais je vous ai entendu pour les Galeries Lafayette. D'ailleurs, vous aviez un stand à l'époque, dans les années 80, peut-être fin 70, qui faisait de l'occasion, entre guillemets, et de la location. La location pour les mariages, en particulier. Et moi, j'ai installé les premiers stands et corners dans les grands magasins, donc j'ai un peu on va dire de route dans la méthodologie. Donc je suis surpris aussi que l'on reprenne à chaque fois quelque chose d'ancien en parlant de nouveauté, c'est-à-dire qu'on perd du temps pollulaire. Concernant l'écologie, je suis à l'origine du premier règlement européen sur les pigments azoïdes cancérigènes qui a donné REACT, où j'ai refusé de m'associer n'étant pas un chimiste. Donc on n'a pas appliqué dans la profession. C'est pas qu'on ne pouvait pas. Les laboratoires se sont perfectionnés. Au départ, on avait une analyse de 15 jours. Aujourd'hui, la petite machine vous les fait en quelques minutes. Et c'est le début de l'écologie. Et c'est le moment où on a commencé à mettre en place des réseaux concernant les teintureries, le cuir, etc. Et il n'y a pas eu de problème, la fourrure aussi. Donc, lorsque je vous entends, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas les techniciens, les gens de l'art. Il y a quelque chose qui est décalé, aussi bien dans les métiers d'analyse, on va dire, des collections, puisque là, on parle d'Alaya, on parle on va dire, de certains de mes élèves que j'ai eus, comme Jean-Paul Gaultier, etc. Vous avez un décalage aussi sur la création, la créativité, qui ne part pas entre guillemets, du terrain, comme vous l'entendez, par une analyse, mais par le terrain proprement dit. C'est-à-dire, on va sur le terrain pour apprendre. On va, Monsieur Toledano. Écoutez, pardon, monsieur, j'entends votre réflexion. Je crois que, pardon, je vous ai laissé la parole longuement. Je crois que les trois intervenants qui sont ici sont parfaitement experts en leur matière. Et puis vous nous faites le reproche de ne pas avoir inventé
quoi que ce soit, mais je vous l'ai dit, la mode est d'un éternel recommencement. Non, et si on s'inquiète d'écologie et de seconde main, si ça a déjà été fait dans l'histoire de la mode et dans l'histoire des humains, c'est pas très grave de prendre conscience aujourd'hui. C'est pas un éternel recommencement. Merci, pas monsieur. La création. Les créateurs doivent travailler au jour le jour. Eh bien, les créateurs travaillent, monsieur. Merci. On va continuer plutôt à poser des questions plutôt qu'à faire des remarques, si c'est possible, madame. Je pense que justement, on est assez complémentaires. Nous, on est sur les tendances vraiment à 1 an. Sur ce qu'on analyse sur les réseaux sociaux, on ne va pas jamais pouvoir dire ce qui va se passer dans 2-3 ans. On ne pense pas avoir l'information directement dessus. Donc nous, on est vraiment sur des données chiffrées. Et comme moi, je l'explique, on ne cherche pas à être expert dans la mode, mais expert dans l'analyse des data pour la mode. Donc je pense qu'il y a vraiment une complémentarité sur la partie, nous, très chiffrée sur les tendances qui vont venir rapidement, et ensuite sur les données plus macro ou sur un peu les tendances du moment qui sont plus globales, où nous, on n'intervient pas. Donc je pense qu'il y a une complémentarité, et puis avec Pierre François, on travaille beaucoup ensemble. Donc, oui. Madame, peut-être. Bonjour. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Pardon. Merci. De manière positive, comparé à la comparaison de monsieur que je comprends complètement. Chouette alors. Mais C'est voilà, bien. je vais vous donner une idée. Personnellement, compte tenu de mon handicap, j'ai pu pratiquer tous ces dernières années un retour à des choses simples et rationnelles, comme utiliser les mains pour faire du dyeing. Est-ce qu'on pourrait, aux ESAT et aux personnes qui sont susceptibles d'avoir toute cette envie de créer autour du raw, autour du brut, autour de tout ce qu'on est en train de rechercher pour que ça soit du vrai? Je parle en particulier sur le dyeing. J'ai du mal à, personnellement, malgré la création de mon association, j'ai réussi à bouger la poste pour créer des choses pour eux, pour que nous puissions prendre notre place, les personnes un peu bizarres, différentes, pour qui la créativité est un moteur. Bien sûr, madame. On n'est pas dans le marketing, Bien sûr. mais il est bon de s'intéresser à nous. Bien sûr, directement. mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les maisons de mode et surtout le milieu de la créativité a cette sensibilité-là. Et on parlait d'inclusivité aujourd'hui, ça concerne aussi les gens qui sont atteints d'un handicap. Et je crois que plus que jamais, la filière a conscience et prend soin de ça. Voilà. Peut-être une autre question? Tout à fait. Et par ailleurs, je pense que c'est tout à fait le type de critères qu'on donne au produit Go for Good. Ça fait partie des choses qui nous permettraient de mettre en avant un produit parce que justement, il donne sa place à une production différente. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et avec plaisir. Merci. En tout cas, merci madame d'avoir abordé ce sujet parce que c'est une vraie question qu'il ne faut pas contourner. Donc merci pour votre question. Monsieur, premier rang. Oui, Bon élève. J'ai juste une remarque très brève et une question. Oui. La remarque, c'est pour être extrêmement précis. L'Institut français de la mode a été créé en 1986 à l'origine et l'école de la chambre syndicale en 1927. Lorsque l'Institut a été créé en 1986, ça a donné lieu à un rassemblement de toute la profession, et Nelly Rodi, Chantal Baudron qui est là, et quelques autres, beaucoup œuvré à la création de l'Institut à l'heure. Et je dis ça aussi parce qu'il a été évidemment fondé par Pierre Berger, et ça a fait suite à une initiative d'un grand ministre, d'un grand prédécesseur de Bruno Le Maire, qui était André Giraud, qui était un grand ministre de l'économie, tout comme Bruno Le Maire. Et il y a effectivement maintenant, depuis la fusion entre l'IFM et l'école de la chambre syndicale, le nouvel Institut français de la mode, c'est vrai, c'est une création au 1er juillet 2019. Je ne voulais pas prendre la parole pour ça, mais je l'ai quand même prise, j'ai quand même fait état de ces faits. Non, mais ma question porte sur l'articulation entre l'intelligence artificielle et le développement durable. Alors ça peut être un peu basique de dire ça, puisqu'il est question des deux sujets,
Mais quels sont les... Alors, c'est destiné à Tony Plainville, mais plus globalement, quelle articulation vous voyez, donc à la fois du point de vue de ce que vous pouvez détecter en matière d'attitude et d'aspiration ou de manifestation comportementale, et au-delà de ça, est-ce qu'il y a des enjeux de nature algorithmique sur le sujet, de la même manière qu'il y a des enjeux de nature algorithmique liés au développement durable dans tous les systèmes d'information engageant l'entreprise et utilisés par l'entreprise et les marques en général? Déjà, un des premiers axes sur lequel l'intelligence artificielle peut aider, c'est effectivement le fait de mieux comprendre les tendances. Ça permet justement d'arriver à produire mieux, donc à avoir moins de stock. Donc déjà, ça va réduire l'impact écologique à ce niveau-là sur la création. Après, l'intelligence artificielle elle peut être appliquée dans différents domaines. Ça peut potentiellement aider justement à optimiser, par exemple, la découpe pour avoir moins de déchets quand on crée des produits. Parce que justement, on va essayer d'optimiser, d'utiliser des algorithmes pour optimiser le placement des produits sur le plan de découpe. Il y a énormément de pistes sur lesquelles cet outil-là peut aider à réduire l'impact écologique. Après, nous aussi, on a regardé notamment justement voir qu'est-ce que pensent réellement les consommateurs sur les sujets de développement durable. Et là, nous, on a fait justement un rapport dessus et on montre qu'il y a de plus en plus un impact de plus en plus important. Enfin, les consommateurs prennent conscience de ce sujet-là et sont de plus en plus à l'écoute de ces sujets-là. Donc, c'est aussi un indicateur qui permet aux marques de se dire qu'il faut vraiment prendre conscience de ce sujet-là et qu'il faut l'intégrer dans leurs produits, quoi. Donc, ça peut être à la fois pour mieux comprendre les consommateurs, donc pour les aider et aider les marques justement à passer le cap du développement durable, et sur cette partie overstock notamment. Merci Tony. On a une dernière question, parce qu'après, nous sommes dans une thématique sur le temps de la mode, donc je dois respecter le temps qui m'est attribué, après rendre la parole à Karine. Une dernière c'est une question. Je me permets, c'est une question-commentaire par rapport aux questions précédentes. Je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. Sidney l'a dit tout à l'heure, ce que fait Eurytech, c'est très fort, c'est donner des outils, ils ne cherchent pas à imposer un modèle. Donc je trouve qu'il ne faut pas... on a un bel exemple de réussite française d'une boîte qui fait la fierté de la France à l'étranger. Donc je pense qu'il ne faut pas faire de mauvais procès d'intention. On peut utiliser ce qui est fait par les Galeries Lafayette, ce qui est testé par Bache, ce qui est produit et proposé par Eurytech. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer la création. Et je trouve que le meilleur exemple, cette articulation et même le fait qu'on réutilise, pour moi, ce n'est pas du tout une perte de temps. Ça montre une continuité et c'est là que la France a son rôle. Le fait qu'on n'ait pas cédé, je vais prendre un exemple et je fais très court, sur la Fashion Week, à la tendance du Sina by Night qui nous était imposée de partout, qu'on soit resté fort sur nos valeurs, sur nos ancrages français. Pour moi, c'est comme ça que la créativité française se défend. Donc je pense pas de procès d'intention, c'est une articulation entre la data et quand on a des champions français, n'ayons pas honte d'avoir champions français. Par contre, utilisons-les, faisons à la prochaine édition un débat entre Sidney et Tony, et on sera bien. Merci beaucoup. En tout cas, le débat est passionné, donc passionnant, je l'espère. Et puis, je dois remercier évidemment les trois personnes qui nous ont apporté leur éclairage aujourd'hui. Et puis, je cède la place à Karine pour la suite des débats. Merci.